Bonjour à tous, ici le lieutenant-commandeur Guy Gentil et j'ai une transmission de la plus haute importance à vous communiquer. I have seen a possible future. One that could well be determined by our actions. This could be the defining moment for multiple civilizations, millions of lives. Bon, je sais, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo ce soir. Mais bon, là, je ne vais pas faire un après-épisode, je vais faire juste une petite critique. Je m'y sens un peu obligé parce que le retour sur Talos 4, ce n'est quand même pas rien et ça méritait quand même une petite vidéo. Show me my brother's mind. Now, you see. Alors ce 8e épisode, intitulé Le pouvoir de la mémoire, est assez particulier à plus d'un titre, déjà parce qu'on peut vraiment juger du nouveau Spock, et surtout parce qu'on retourne sur Talos 4. Alors justement, au début de l'épisode, ils nous ont fait une espèce de précédemment dans Star Trek un peu étrange, où on revoit des images de The Cage. Alors moi je n'ai pas du tout aimé ce passage, alors je sais, j'en ai discuté un peu avec Romain Bramy tout à l'heure, en off, et lui il adorait visiblement. Moi je n'aime pas du tout pour plusieurs raisons, déjà parce que le montage je le trouve plutôt ringard, plutôt mal fait finalement, avec des petits bruitages limite parodiques. Bon ça c'est un détail, mais surtout ce qui me dérange c'est que ça brise un peu le paradigme, c'est-à-dire le paradigme de Star Trek dans la première époque, on va dire, entre la série classique et Enterprise, tous les décors, les costumes et les visuels et designs étaient respectés. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans Deep Space Nine, ils voyagent dans le temps et ils vont à l'époque du Capitaine Kirk, de la série classique, ils ont les mêmes costumes que dans les années 60, quoi. Tout est justifié et tout est cohérent. Les différences de production sont intégrées au sein même du récit. Alors que dans Discovery, c'est complètement le contraire, c'est-à-dire qu'on recaste les personnages, on redesign absolument tout, les costumes, les décors, etc. et on fait fi justement de la production précédente. Donc du coup, on est passé d'un paradigme à un autre. Alors, ok, pourquoi pas, donc on accepte, on accepte Discovery, il change tout, il remake un peu tout pour le mettre au goût du jour. Moi j'aime pas forcément, mais admettons, de toute façon c'est la série préquelle, c'est le péché originel de la série, faut bien l'accepter un jour. Et là, ils nous mettent un peu ce petit clip qui résume un peu l'épisode The Cage, et du coup, ils brisent un peu ce paradigme nouveau qu'ils ont installé, et du coup, on a un peu un mix des deux finalement. Donc du coup, moi, forcément, ça me sort de l'histoire. Et surtout qu'en fait, ce petit résumé, il est parfaitement inutile, parce que quand même, tout le long de l'épisode, ce qui s'est passé dans l'épisode The Cage est parfaitement bien résumé, aussi bien par l'ordinateur de bord de la navette de Burnham que par les dialogues de Pike avec celle qui fut son aimée. Donc bon, j'ai trouvé ça parfaitement ridicule et parfaitement dispensable. S'ensuit une scène pas très intéressante sur la section 31. Alors bien sûr, moi j'aime toujours pas trop le capitaine Georgiou, mais surtout là on se dit quand même que la section 31, au sein même de l'histoire, elle n'est pas très utile, elle met juste un petit peu de pression au niveau du récit, mais on sent toujours qu'elle est malgré tout là pour justement préparer la série dérivée. Mais surtout, une scène que j'ai trouvée vraiment fantastique, cette histoire de trou noir assez jolie, où justement la navette de Michael essaye d'aller sur Talos 4, mais elle se retrouve face à ce trou noir, et Spock qui précipite la navette en plein milieu de ce danger, et puis finalement Michael qui le laisse faire. J'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Dès cet instant-là, je me suis dit que ce Spock-là, vraiment, j'adhérais plutôt bien. Une impression qui va être confirmée tout le long de l'épisode, parce que je confirme qu'effectivement, j'aime bien ce nouveau Spock. Je trouve que son jeu à Ethan Peck est plutôt bon, plutôt en retenue, bien plus que Zachary Quinto. Je trouve que sa façon de parler, sa façon de bouger, de s'exprimer, sa façon son regard même, m'évoque quand même beaucoup plus Spock, le Spock de Leonard Nimoy, que celui des films de J. Abrams. Donc là, je trouve que c'est un véritable plus pour la série. Ensuite, nous avons l'intrigue avec Stamets et le Dr Culbert. Alors, moi, je comprends pas trop Stamets, je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus inquiet que cela, parce que quelqu'un qui ressuscite, même si c'est la personne que tu aimes, il y a quand même de quoi se poser plein de questions, Et d'ailleurs, les questions, visiblement, le Dr Culbert, lui, se les pose vraiment, parce qu'effectivement, on pourrait se demander, est-ce que ce n'est pas une sorte de clone, finalement? Est-ce qu'il est vraiment lui-même? Comme il le dit à un moment, il a le souvenir des choses, mais il ne les ressent pas vraiment, comme si c'était la première fois que, par exemple, il goûtait tel ou tel plat. Ce qui me donne vraiment l'idée que, quelque part, cette version du docteur pourrait être assimilée à une sorte de clone.
Du coup, finalement, que cette intrigue continue dans cette voie-là, ça me paraît plutôt cohérent, plutôt logique. Bon, même si c'est moyennement intéressant, hein, parce que c'est quand même un peu du réchauffé, c'est quand même plaisant de voir cette amicroche, cette bagarre entre le Dr Colbert et Tyler, et aussi surtout de voir que Saru se dit qu'il faut laisser les choses faire, laissons-les se tabasser pour qu'ils règlent leurs différends. Et donc du coup, ça me fait penser que dans cet épisode, à chaque fois dans la série, en fait, précédemment, quand un personnage n'agissait pas d'une manière logique ou cohérente avec ce qu'on sait de son personnage, ce n'était pas vraiment exprimé. C'était comme ça, voilà, il fallait faire avec. On en a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Alors que ici, à chaque fois qu'un personnage semble faire quelque chose d'incohérent, c'est relevé par les autres personnages et on en parle. Par exemple, là, Pike dit à Saru, peut-être qu'avant vos glandes, vous n'auriez pas réagi comme ça. Et d'ailleurs, ne le faites plus, ça se fait pas en fait. De laisser deux officiers se battre en plein mess. Donc là, j'ai trouvé qu'en fait, voilà, on retrouvait un peu de logique, de cohérence entre les rapports des uns et des autres. Et ça fait du bien. Et bon, il y a d'autres exemples de ce type tout le long de l'épisode, hein. Alors bien sûr, il y a des incohérences, mais il y a au moins cet effort-là qui est fait en termes d'écriture, et ça fait plaisir. Alors peut-être que c'est un indicateur du passage de relais entre les showrunners, car si vous vous souvenez bien, les showrunners précédents, Berg et Harbert, ont été renvoyés, et du coup c'est à ce moment-là que la main est passée à Michelle Paradise, qui sera la nouvelle showrunneuse de la saison 3, qui visiblement serait une grande spécialiste de Star Trek. Donc ça explique peut-être l'espèce de clip un peu pourri du début, hein, pour vraiment faire du fanservice entre guillemets pour les puristes. Donc voilà, peut-être que c'est l'influence de Paradise et aussi de Ted Sullivan, hein, qui travaille avec elle, qui fait que cet épisode semble un petit peu moins mal écrit, au moins en termes de rapport entre les personnages entre eux. Si c'est sa patte, on espère que du coup ça va continuer, que ça va s'amplifier, au point d'avoir des scénarios vraiment cohérents tout du long, et à tout point de vue. Concernant les Talosiens, je suis un peu déçu de leur design, parce que l'espèce de grosse arête bosse qu'ils ont sur le nez, elle est pas très jolie, hein. J'aurais préféré que toute l'attention soit portée sur leur grosse boîte crânienne en forme d'ampoule. D'ailleurs, ce qui m'a dérangé un petit peu finalement, c'est que dans la série d'origine, tous les personnages, tous les Talosiens étaient joués par des vieilles femmes, avec une voix un peu plus grave, ce qui donnait une sorte de petit malaise, notamment avec cette espèce de grosse veine qui bougeait sur leur boîte crânienne. Or là, le leader des Talosiens est joué par un homme. Je trouvais donc que l'interprétation des Talosiens dans la série classique était plus réussie. Mais bon, ici, il n'y a rien à rougir de honte non plus, c'était quand même plutôt pas mal. Et puis bien sûr, ils sont toujours dans leur délire de pouvoir expérimenter de nouvelles expériences parce qu'ils s'emmerdent en fait sur leur planète. Je trouvais que c'était pas mal. Vina, le retour de Vina, j'ai finalement adoré parce qu'en fait, j'avoue que je suis un grand fan de Melissa George, l'actrice, depuis Alias. Donc bon, c'est pas étonnant de la revoir ici avec Alex Kurtzman à la barre. Mais j'ai trouvé que son personnage était plutôt pas mal, plutôt cohérent par rapport à ce qu'on connaissait d'elle, son rapport avec Pike. J'ai trouvé que c'était donc plutôt réussi. J'ai plutôt bien aimé aussi et finalement donc les visions du futur de Spock qui posent donc vraiment question. L'ange rouge serait donc humaine, donc j'espère que ça ne sera pas Michael au final, parce que visiblement si elle est humaine, ça pourrait très bien être ça. Par contre, on se demande bien qui en veut à la Fédération au point de vouloir la détruire, car on dirait que toutes les planètes fondatrices de la Fédération semblent y passer. Par contre, j'ai trouvé complètement ridicule le souvenir flashback qui c'est censé être la pierre angulaire de la relation entre Spock et Michael. Ce flashback, quand ils sont enfants, il est complètement ridicule, hein. Elle lui dit qu'elle veut pas de lui, que c'est un bâtard de Vulcain, enfin un mi-Vulcain, je sais plus, elle dit Alf, je sais plus quoi, des moitiés ceci, moitié cela. Donc une sorte de grosse insulte quoi, pour le repousser, pour pas qu'il la suive. Alors bien sûr, quand t'es enfant, tu comprends peut-être pas forcément qu'en fait elle le repousse pour le protéger, mais bon, en grandissant, Spock il aurait très bien pu comprendre. Mais surtout, ce que je trouve complètement idiot, c'est qu'en fait, c'est très très jeune, ils ont cette brouille qui n'est pas vraiment une, et que ça va durer au moins une décennie plus tard, et que Amanda va le découvrir dans l'épisode 3 quoi. Les parents de Spock et de Michael n'auront jamais remarqué qu'ils se faisaient la gueule à mort et se seraient jamais posé la question de pourquoi. Enfin, c'est complètement idiot. Quand on voit la réaction que Spock a vis-à-vis de Michael, on sent que le fossé est profond. Donc s'il est profond alors qu'ils sont adultes, il a dû l'être également dans leur enfance. Et donc du coup, Amanda et Sarek auraient dû se poser des questions, et ça n'a pas l'air d'être le cas puisqu'ils ont l'air de le découvrir dans cette saison 2 de Discovery. Donc cette famille, elle est complètement dysfonctionnelle et elle communique pas du tout visiblement. Enfin, j'ai trouvé que c'était très soap,
Encore une fois, Michael, elle a la larme à l'œil avec ses sourcils un peu froncés. Enfin, je trouve que ça va pas du tout, quoi. Je veux dire, pour quelqu'un qui a été élevé à la Vulcaine, elle montre quand même beaucoup trop ses émotions. Et par contre, j'ai adoré que Spock la revoie dans les cordes. Lui rabasse un peu son caquet en se disant « Écoute, t'es pas le centre du monde ». Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Pour finir, un petit mot sur la réalisation, qui était plutôt correcte en termes de réalisation pure et sans doute de direction d'acteur. Le seul gros problème qui m'a vraiment gêné beaucoup dans cet épisode, ce sont les lens flares et les effets de lumière. Je pense que ça doit être l'épisode le pire depuis le début de Star Trek Discovery. Il n'y a pas une scène où on n'a pas un putain de lens flare qui vient t'aveugler. Alors j'aimerais qu'ils mettent un peu la pédale douce à ce sujet-là pour les épisodes à venir. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un after, pour un après-épisode à 23h, donc nous serons en live sur YouTube et cette fois-ci je serai accompagné de Vania, qui est aussi un blogueur et un youtubeur fan de Star Trek. Allez, longue vie et prospérité les gars.